Alors, bonjour à tous et merci d'être sur ce webinaire. Donc, cette année avait su l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans notre éditorial jeunesse. Plusieurs axes seront installés tout au long de la journée. Donc, des lancements de collections, labels, séries, des mises en avant d'autres émergentes et de nouveaux talents, des maisons d'édition à découvrir et des avant-premières de collections à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de cette diffusion live sur la plateforme Wise on Be. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui se déroulera à Montreuil du mercredi 26 au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Camille des éditions Beta Publisher. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Camille de Decker, je suis la directrice éditoriale et fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher. Je vais vous partager du coup un petit écran, une petite présentation que j'ai préparée pour vous parler de notre collection jeunesse. Est-ce que là, vous m'entendez avec un écho? Parce que je sais que quand on a fait la petite répète avant, j'entendais aussi un écho de la part de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si avec moi, il y a de l'écho ou pas. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez de l'écho ou pas du tout de mon côté. Alors, les explorateurs de l'imaginaire, la collection jeunesse qui va au-delà des pages. Alors, je vais vous parler rapidement, voici le sommaire un peu de la présentation. Je vais vous présenter un peu la maison d'édition Beta Publisher pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais vous parler de la collection jeunesse et ensuite, super, merci beaucoup Marie. Et ensuite, du coup, son évolution identitaire, parce qu'elle n'a pas foncièrement été pensée comme ça au début, et elle a évolué, elle est toujours un peu en cours d'évolution, parce que c'est une collection qui est assez jeune, on l'a commencé en 2024, fin 2024 même. Et après, je vous montre une petite étude de cas avec 2 romans qui, eux, ont véritablement poussé, on a vraiment poussé le concept d'aller au-delà des pages pour la jeunesse. Alors, la maison d'édition. Maison d'édition nouvelle génération Beta Publisher. Alors ça, c'est un peu notre punchline, ce qu'on met sur le site, ce genre de choses. Pourquoi maison d'édition nouvelle génération? Déjà parce que quand j'ai créé la maison d'édition, j'avais 23 ans, donc je pensais que je faisais partie de la nouvelle génération. C'est toujours le cas, mais voilà, j'avais 23 ans, j'étais jeune, j'avais plein d'idées et surtout, j'avais fait un stage dans une très grande maison d'édition en 3e, qui m'avait dégoûtée du monde de l'édition, très, très fortement. Et je m'étais dit: «Jamais je ne travaillerai dans ce milieu-là». Et il se trouve que donc j'ai pas du tout fait d'études dans le monde de l'édition. Et après, quand j'ai commencé à travailler, là, je me suis dit: «Tiens, si je créais ma boîte et pourquoi pas une maison d'édition?» Et donc du coup, le nouvelle génération un peu vient de là, vient de cette volonté de faire les choses différemment. Alors je dis pas qu'on réinvente la roue, hein, c'est clairement pas le cas, mais c'est vraiment cette volonté pour chacun de nos romans, chacun de nos livres, de les traiter comme un projet et de se dire: «Tiens, pour ce projet-là, est-ce qu'on peut pas faire des choses différemment? Est-ce qu'on peut pas avoir un angle différent?» Par exemple, on a des romances un peu particulières où vous pouvez retourner à un moment donné, vous avez un choix dans la romance où vous pouvez du coup changer la suite de l'histoire en retournant le roman ou pas. On a des romances aussi où vous pouvez choisir l'intensité des scènes explicites. Enfin voilà, on aime bien un peu jouer avec les codes du livre, jouer avec l'objet livre aussi. Et voilà, donc c'était un peu ça l'idée de nouvelle génération. Et après, moi, je suis un peu technophile, donc c'est des sujets qui m'intéressent aussi et j'aime bien fusionner un peu parfois les frontières et c'est des sujets qui m'intéressent. Donc voilà pourquoi le nouvelle génération. Rapidement, la maison d'édition a été créée du coup en 2016, donc ça va bientôt faire 10 ans qu'on existe. On fait principalement du roman, on fait du roman de genre, donc on fait de la romance, du polar, de la fantasy, de la science-fiction, ce genre de choses. Et on a aussi 2 collections indépendantes de ces sorties de romans. La première qui s'appelle À sexe égal, qui est une collection féministe, qui est particulière dans le sens où on n'a pas de format imposé pour cette collection. On publie des essais, on publie des romans, on publie des guides, on publie des abécédaires. Voilà, l'idée, c'est de transmettre, on va dire, de passer le message sous de formes complètement différentes pour toucher un maximum de public en fonction de ce que les gens lisent et de l'affinité qu'ils ont avec certains formats de texte. Et la deuxième collection, qui est la collection
qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la collection Les Explorateurs de l'Imaginaire, et du coup, qui est notre collection jeunesse. Alors, comment est venue cette collection? Déjà, elle n'est pas née d'une volonté interne de se dire nous allons nous lancer dans la jeunesse. Pas du tout. C'est les auteurs de la maison qui un jour sont venus nous voir et nous ont demandé au fait, est-ce que vous faites de la jeunesse? Parce que j'ai un texte jeunesse à vous soumettre. Et voilà, est-ce que vous en faites? Et au début, on disait bah non, on ne fait pas vraiment de la jeunesse parce que voilà, déjà, on n'en lisait pas en interne. Et puis un jour, on en a lu et ça nous a vraiment redonné le goût de la lecture jeunesse en tant qu'adulte. Et je suis du coup très, très contente maintenant d'avoir une collection jeunesse dans la maison parce que ça me fait toujours ultra plaisir de lire ces textes-là. Mais on va dire que la jeunesse de la collection vient vraiment des auteurs de la maison qui avaient des textes jeunesse et qui nous ont dit: «On aimerait vous les soumettre. Donc voilà, ce serait bien que vous vous penchiez sur la question de la collection». Donc voilà, elle est née de cette volonté-là. Ensuite, en 2024, donc est sorti le premier roman jeunesse qui s'appelle Le camping de la honte, qui a été écrit par Florie Darcieux, qui est un roman qui commence à partir de 8 ans. La collection va de 8 à 14 ans pour l'instant. Donc Le camping de la honte de Florie Darcieux, qui est une petite enquête sympa sur un vol de bijoux dans un camping. Et après, les sorties se sont succédées. On a eu ensuite, du coup, La vengeance du feu follet de Caroline Peffer, illustrée par Crécy. Ensuite, L'auberge champignon patate, qui est très très drôle. C'est un mélange entre Roméo et Juliette et Rencontre Top Chef, au moment des champignons. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ensuite, on a Myrtille, Cassis et Kiwi, encore de Florie Darcieux, toujours. Ça, c'est un format un peu plus grand. Donc là, on est plus sur du 14 ans, à peu près. Ensuite, on a eu Nolan Arindel de Nicolas Soulage, où là, on est sur du 12 ans, roman d'aventure, magie, ce genre de choses. Et il y a 2 romans qui sortent du lot, qui sont Les Nocturnes d'Anthony Lucchini et Chaos de Damien Mauger. Et là, ces 2 livres, en fait, ils marquent un tournant, on va dire, dans l'identité de la collection et de ce que nous souhaitons véritablement en faire par la suite, de manière, attention, de manière intelligente. Voilà, je vais dire pourquoi. Donc, on va dire que ces 2 romans-là, notamment Chaos, qui est le dernier né de la collection, qui est paru du coup vendredi dernier, là vraiment on est sur une redéfinition. En effet, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat avec très, très grand plaisir. J'y répondrai par la suite ou j'y répondrai au fur et à mesure si les questions touchent à des slides particuliers. Donc Chaos a vraiment, lui, c'est le tournant, on va dire, de la collection. Et je vous explique pourquoi. Alors, on est déjà sur une évolution identitaire. Donc on fait des romans, parfois des illustrations, de 8 à 14 ans, pardon. Et ensuite, on va se pencher sur des romans qui sont des romans qui utilisent le cross-canal. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le cross-canal, donc j'ai fait un petit slide explicatif sur ce qu'est le cross-canal. C'est une stratégie en fait qui va vraiment combiner plusieurs canaux de communication et de diffusion. Ça peut être le print, donc le livre, le web, l'audio, les podcasts, les vidéos, les réseaux sociaux, de manière à ce que ce soit complémentaire et fluide. Okay. L'objectif, évidemment, il y a un objectif de je suis partout, donc on me voit, mais il y a aussi un objectif de création d'univers et d'expériences qui soient cohérentes. Chaque support a pour rôle d'enrichir l'histoire et de participer à vraiment la création de cet univers narratif et à donner une épaisseur supplémentaire à l'univers narratif du roman. Dans le monde de l'édition, comment ça se traduit beaucoup plus techniquement? On va dire que c'est l'art de faire vivre une histoire sur plusieurs supports, donc le livre, évidemment, hein, c'est une base, mais aussi ça peut être par un site web, ça peut être par une application, ça peut être par un podcast, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut même être par un jeu, d'accord? C'est ça vraiment ce qu'on appelle le cross-canal. C'est une histoire, plusieurs supports, mais chaque support doit être une porte d'entrée à l'univers, d'accord? Et il doit prolonger l'aventure du livre. OK. Ce qui est très important à savoir dans cette nouveauté du cross-canal, c'est qu'évidemment, elle a ses limites, surtout quand on parle à de la jeunesse. Déjà, tout le monde n'a pas accès au numérique, d'accord? Donc déjà, c'est quelque chose à prendre en considération, évidemment. Il y a l'encadrement parental et l'âge légal. On ne va pas faire du cross-canal avec une entrée sur un réseau social pour un roman qui est pour les 8 ans, parce que légalement, avant 13 ans, ils n'ont pas le droit d'avoir un réseau social. Je ne sais pas si c'est respecté, mais en tout cas, la loi indique que c'est ainsi, donc il faut le prendre en considération. Il y a aussi le risque de dispersion, de se dire, bah voilà, il est sur le roman, puis tout d'un coup,
il y a un QR code qui l'emmène, sur un site et puis en fait, il fait autre chose. Il va arrêter le roman, il va arrêter sa lecture, ça va le sortir de l'histoire et il va complètement faire autre chose parce qu'il est sur un support numérique qui lui permet une porte d'entrée sur d'autres matériaux. Voilà. Il y a aussi la surcharge cognitive. Est-ce que je ne donne pas trop d'informations en fonction de l'âge? Est-ce que, faire un je sais pas, un site web, ultra développé, ultra détaillé pour des enfants qui ont entre 8 et 10 ans, est-ce qu'ils vont tout lire? Est-ce que c'est pas leur donner trop d'informations? Il y a aussi les besoins techniques qui sont importants et la maintenance. Ça, c'est plus du côté, de la maison d'édition, c'est-à-dire combien est-ce que nous, on est prêt à mettre pour faire cette expérience cross-canal? Est-ce qu'il faut faire un site web? Si oui, il faut le faire, d'accord? Il faut payer des développeurs, il faut créer des maquettes. Ensuite, il faut maintenir tout ça. Donc, pareil avec une application, pareil avec un podcast. Bref, c'est un investissement qu'il faut aussi prendre en compte dans sa durée, parce que c'est un événement qui est numérique. Et ensuite, et ça, je pense que c'est le plus important, il y a un équilibre à trouver. Et ça, c'est très, très, très important de le garder en mémoire quand on fait ce genre d'expérience, c'est que le numérique doit rester un complément au livre et il ne doit pas être un remplacement ou un obstacle à la lecture. C'est-à-dire que nous, on a vraiment à cœur de faire en sorte que l'histoire, que l'histoire reste, elle puisse se lire comme ça, il y a aucun problème. On peut ne pas scanner aucun QR code et se dire très bien, bah, j'ai lu mon livre, c'était super et aucun souci, voilà. Le QR code ne doit faire qu'apporter du supplément. Il ne doit rien enlever à l'histoire et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important à garder en mémoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans le cross-canal pour, la jeunesse? On pourrait se dire, c'est une petite lubie, particulière. Alors, c'est une petite lubie certes, mais elle n'est pas particulière puisque c'est déjà des choses qu'en fait, on a fait pour nos autres romans, qui sont des romans du coup pour adultes. Là, en exemple, du coup, j'ai, un roman d'espionnage historique sur le fond de guerre froide avec L'Étoile d'Orient de Aymeric Janier et ensuite un polar d'anticipation sur la gestion d'une épidémie, Ebola par une intelligence artificielle qui s'appelle Sarah, de David Gruson. Et ça, c'est vraiment 2 romans sur lesquels on s'est beaucoup amusé, avec le cross-canal pour apporter en fait des informations supplémentaires au lecteur. Alors j'espère que la vidéo va marcher, j'espère surtout que le son, du, heu, du matériel va marcher. Déjà la vidéo. Donc la vidéo, la première page là, c'est une page en fait qui est une note à l'intention des lecteurs pour leur expliquer sous forme de rapport, on va dire, de rapport, en d'espionnage, voilà, de rapport d'espion, je vais y arriver. C'est pour leur expliquer en fait que ces QR codes disséminés un peu partout sont là pour leur apporter des accès à des rapports confidentiels sur, l'état du pays où se trouvent les différents personnes. Voilà et en fait, après ça vous ramène à des vidéos. C'est fort. Waouh! Ah, vous entendez pas le son de la vidéo. C'est embêtant. OK. Du son, bon là, il y a des sous-titres, donc c'est top. Mais donc du coup, je peux parler par-dessus, c'est ça surtout qui est important. On fait, des vidéos qui ont été créées du coup en interne et alors je suis désolée parce que moi ça tend dans mes oreilles, donc parce que moi j'ai le son. Donc c'est un peu compliqué de faire les 2 en même temps. Mais en fait, ça donc voilà, donc ça c'était des vidéos qu'on a créées sous forme de rapports envoyés à des espions, d'accord? Pour coller toujours à l'univers narratif, du roman et donc du coup après c'est des vidéos qu'on a montées en interne, il y en a, 5 ou 6 il me semble, c'est des vidéos qu'on a créées en interne pour donner notamment grâce aux archives, mais aussi aux connaissances de l'auteur sur cette période historique, des repères, supplémentaires sur se dire: «Voilà, là on a cité tel événement historique à partir du li dans un moment du récit, donc juste après, au chapitre quand le chapitre se termine, en fait, on met un rapport pour dire que
cet événement, en fait, est un véritable événement historique, qui a eu lieu et on explique pourquoi. Voilà. Donc c'est toujours partir du récit pour, heu, on va dire, lui donner de l'épaisseur et ajouter une information supplémentaire au lecteur. Mais s'il ne scannait pas l'information, il n'y avait absolument aucun problème pour lire la suite, du roman, sans aucun souci. Voilà. Alors voilà. Ensuite, le deuxième, comme vous avez pas le son, du coup, je vais pouvoir parler par-dessus. Le deuxième, du coup, c'est un roman, donc c'est un polar d'anticipation sur la gestion d'une épidémie d'Ebola, par une IA, dans lequel on a mis, des QR codes à nouveau qui sont sous forme de rapports, d'accord? De rapports faits par l'intelligence artificielle sur ce qui se passe pendant l'épidémie et on a du coup, créé des vidéos qui sont, là, dans ce cas-là, ça a été vraiment un travail avec des acteurs qui ont joué le jeu ou alors des gens qui jouaient véritablement leur propre rôle dans l'univers, de Sarah. Mmh. Tac, alors je suis désolée, j'ai ça son chez moi, mais c'est très particulier parce que je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le son à fond, dans mes écouteurs alors que l'ordinateur est à 0, mais c'est fascinant. Bref, donc si je re donc voilà, donc c'est un peu le but de ces vidéos. Là encore, de donner une information, supplémentaire au roman avec toc, hop, voilà. Donc là, par exemple, c'était le docteur Kerziek qui, est un ami de l'auteur, qui a accepté, pour l'occasion de se mettre dans sa propre peau à l'intérieur du roman, c'est-à-dire pendant, la gestion de crise d'Ebola, en expliquant quelles étaient les mesures médicales qui a été prises en place. Tout ce qui nous rappelle évidemment le Covid, mais ça a été écrit avant Covid. Voilà, donc il y a bien c'est pour ça qu'il y a bien marqué: «Ceci est une fiction d'anticipation» au début de la vidéo, mais voilà, donc on a plein de dossiers YouTube pour Sarah, qui ramènent à ce genre de complément cross-canal pour, à nouveau, augmenter un peu encore l'immersion, dans l'histoire et les acteurs, eux, quant à eux, jouaient, tout ce qui va être, des gens qui se filmaient chez eux, qui vivaient le confinement, et cetera. Voilà, donc on a eu ce genre de réflexion-là. Sachant que ce genre de réflexion, on l'a pas pour tous les romans. C'est-à-dire que c'est vraiment très important que le cross-canal reste un outil qui soit intelligemment mis en place dans le livre. On ferait pas, par exemple, on n'a pas fait ce genre de choses avec tous nos romans parce qu'on n'arrivait pas foncièrement à trouver du matériel supplémentaire pour apporter de l'épaisseur, à l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est le côté adulte. Maintenant, pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on a fait? Pour la jeunesse, du coup, les 4 points phares très importants pour nous, c'est garder la préférence sur l'histoire, par rapport au numérique, toujours, d'accord? Avoir le fait qu'il y ait une insertion logique avec l'univers du livre. Voilà, vous allez voir à un moment donné, on a un peu triché, mais c'est pas grave. Il faut que ce soit facilement accessible et que ce soit surtout, bien pensé avec le lectorat, d'accord? Si le lectorat a 8 ans, il va pas aller sur les réseaux sociaux, donc on va pas mettre des QR codes qui ramènent sur les réseaux sociaux. Bref, voilà, toute cette pensée-là et ensuite, pour la jeunesse, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait un objectif ludique et éducatif. Donc la première expérience qu'on a faite, c'est avec les Nocturnes d'Anthony Lucchini et c'est un peu imposé à nous. Donc les Nocturnes, c'est 3 tomes avec un tome sequel. On est sur un univers fantastique onirique, donc qui a aussi une réalité dans le monde, dans notre monde, d'accord? Ça se passe à Salon de Provence, qui est la ville, d'origine de l'auteur, qu'il connaît très, très bien. Donc on a véritablement un vrai ancrage dans le réel et en fait, c'est cet ancrage-là qui nous a permis avec ce roman de faire un test, lors de la nuit de la lecture. C'était en 2019-2020, ça date un peu maintenant, avec, le centre de tourisme de Salon de Provence qui voulait organiser un événement pour la nuit de la lecture et donc du coup, Anthony, l'auteur, m'appelle et il me dit: «Ah bah, ce serait bien qu'on fasse quelque chose autour du roman puisque ça se passe dans la ville». Donc j'ai dit: «Très bien Anthony, mais qu'allons-nous faire?» Et il m'a dit: «Bah, on pourrait fusionner le monde des rêves et notre réalité». Donc au début, j'étais un peu perplexe sur la réalisation de la chose et après en fait, on a réfléchi avec l'Office du tourisme et on s'est dit: «Bah, ce qui serait bien, c'est de faire découvrir la ville et en même temps d'apporter une touche, onirique et cetera». Donc on s'est dit qu'on allait donc l'Office du tourisme a dispersé des QR codes et a organisé des visites, lors de la nuit de la lecture, devant des principaux bâtiments de la ville, de Salon de Provence et en fait les participants à la marche avaient des écouteurs
Et il leur suffisait de scanner, du coup, les QR codes qui avaient été mis devant les différents bâtiments. Et Anthony s'était chargé d'écrire des rêves en lien avec son personnage principal. Donc, c'est Rémi, son personnage principal, qui fait un rêve. Et en fait, nous, on est devant le bâtiment et le rêve est en rapport avec le bâtiment. Et en fait, il y a toute cette immersion à la fois audio. Nous, on s'est amusé après à faire du montage, à mettre des effets sonores, à mettre de la musique, à faire vraiment dicter les rêves par un acteur, etc., etc. Donc, on s'est pas mal amusé là-dessus aussi. Et c'était notre premier pas vers Jeunesse Cross-Canal. Alors, comme vous n'avez pas le son, mais en gros, ils scannaient, ils arrivaient sur un site qu'on avait créé où en fait, ils suivaient le guide Rémi qui leur parlait et qui leur disait, ils faisaient des tests audio, évidemment, pour savoir si tout se passait bien, etc., etc. Et ensuite, l'idée, c'était de plonger dans le monde et le carnet, donc le carnet de ses rêves. Donc, il y a tout un site internet où, en fait, il y a 7 ou 8 rêves qu'on a créés sur différents lieux de Salon de Provence. Donc, il y a la fenêtre du château parce qu'il y a un château à Salon de Provence. Il y a la coquille Saint-Jacques qui orne une des portes de la ville. Et il y a notamment la fontaine Moussue. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Salon de Provence, si vous y êtes déjà allé. Mais si vous n'y êtes pas allé, il y a une grande fontaine sur laquelle énormément de mousse a poussé et qui s'appelle la fontaine Moussue, qui marche toujours, dans laquelle il y a des petits poissons. Et donc, j'avais tous les rêves à vous faire écouter en audio, mais du coup, ça marche pas. C'est pas très grave. Mais du coup, en fait, c'était qu'à chaque fois qu'on se trouvait devant le bâtiment, ils rentraient directement dans le rêve en question et ils écoutaient du coup le rêve avec toute une immersion audio sur La Fontaine Moussue. À quel âge j'ai dessiné ce roman? Ce roman, il peut se commencer à partir de 10 ans. Voilà. Mais alors du coup, pour la marche avec, lors de la nuit de la lecture, c'était c'était pour tous les âges, hein. On a eu beaucoup d'adultes, qui ont fait cette déambulation, onirique, on va dire, dans les rues de Salon de Provence. Mais voilà, mais les romans en tant que tels, c'est à partir de 10 ans, sans le moindre souci. Donc ça, du coup, ça va raccourcir ma présentation parce qu'il y avait les rêves à écouter, il y avait tout ça à écouter, mais c'est pas grave du tout. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions surtout, hein. Hop. Donc ça, c'était notre premier plan, le cross-canal. Et ensuite, il y a eu Chaos. Et là, Chaos a marqué un véritable tournant. Chaos, c'est quoi? Chaos, c'est un roman sur la mythologie grecque. D'accord? Un peu à la Percy Jackson, mais à la différence que l'auteur, Damien Mauger, lui, il est du coup prof en histoire géo au collège-lycée, mais il est aussi chercheur en culture et en religion grecque. Il a toujours été fan de Percy Jackson, mais il voulait créer un univers jeunesse complètement différent où en fait, il voulait pas que ça se passe chez les mortels, il voulait que ça ne se passe que chez les dieux. D'accord? Donc on est vraiment en plein dans toutes les histoires de la mythologie grecque. Et comme Damien est prof, il m'a dit: «Ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on ait un côté éducatif à côté du roman». Parce que je ne peux pas raconter tous les mythes, je ne peux pas expliquer qui sont tous les personnages de la mythologie, je ne peux pas faire tout ça. Chaos, c'est à partir de 14 ans. Donc, il y avait un très gros enjeu éducatif, derrière la sortie de ce livre, qui a du coup repoussé un peu sa sortie parce qu'il a fallu qu'on réfléchisse à quelque chose de viable et d'intéressant à la fois pour le public, mais aussi pour nous. C'est-à-dire, qu'on arrive à maintenir toujours dans cette idée de maintenance, de création et cetera et d'accessibilité. Et avec Chaos, on est parti sur une encyclopédie, parce qu'au début, c'était l'idée, il fallait qu'il y ait une encyclopédie mythologique et on est parti sur Instagram. Alors, au début, on voulait faire un site internet et après, on s'est dit qu'il fallait tout créer de A à Z et que c'était très compliqué, alors qu'il existait une plateforme qui nous permettait, de faire des carousels, qui est un format ultra simple, pour, expliquer, en fait, rapidement des concepts, des personnages. Donc déjà, c'était très bien. Et aussi, l'univers de Chaos, il est ultra visuel et ça, c'est quelque chose qu'Instagram valorise énormément. Donc, on a utilisé ces différentes forces pour se dire: «Bah, tiens, ça peut être une plateforme qui peut être ultra intéressante pour nous». Elle est ouverte de 12 et plus, d'accord? Donc pour notre lectorat, 14 ans, c'est pas aberrant. Une fois encore, si, le lecteur n'a pas Instagram, ce n'est pas du tout un problème, OK? Vous pouvez feuilleter, il me semble que vous pouvez scanner, si vous arrivez sur un compte Instagram, vous avez le droit aux 3 premiers, vous avez le droit aux posts que vous voulez voir en particulier et vous avez le droit d'en regarder quelques-uns. Mais voilà, donc vous avez quand même accès à l'information si vous n'avez pas Instagram et au-delà de ça, si vous ne faites que lire le roman, vous avez toujours accès à l'information. D'accord? C'est pas un problème.
Ensuite, il y a toute la notion de réseau social qui est aussi très intéressante pour nous, c'est-à-dire le partage est simple, faire des stories, on peut réagir, on peut faire des commentaires et ça permettait aussi à l'auteur de rajouter, tout ce qui est informations supplémentaires qu'on ne mettait pas dans le carrousel pour des questions évidentes de place, toutes les informations qu'il voulait mettre sur l'historiographie, ce genre de choses en commentaire. Donc il y avait un côté supplément de l'auteur et indépendance de l'auteur où il pouvait rajouter lui aussi du contenu et c'est ça qui nous a énormément séduit dans l'outil. Donc ça se manifeste comment? Dans le roman, on a dissimulé, ces petites illustrations. Voilà. Donc je dis qu'on a un peu triché j'ai dit qu'on avait un peu triché tout à l'heure, parce que le QR code, c'est pas tout à fait mythologie grecque, on est tout à fait d'accord. Mais en fait, on a fait en sorte de visuellement, ce soit pas un fond blanc avec, le QR code en noir, voilà. Donc qu'il y ait une certaine, immersion, esthétique, pour que ça ne jure pas avec le support et avec notamment l'histoire du support. Donc là, par exemple, on a Athéna. Donc, je vous montre la petite vidéo juste après. Voilà. Donc, quand vous avez Athéna, par exemple, vous scannez du coup la page qui vous emmène sur Instagram et qui vous emmène sur le carrousel d'Athéna où vous avez différentes informations sur elle. On explique le concept, qui c'est, son rôle, aujourd'hui, qui elle serait et comment est-ce qu'elle agirait. Toujours un fun fact parce qu'on s'adresse à un public qui est jeune, d'accord? Donc il faut garder aussi un peu ce côté très facile, très simple, avec aussi leur vocabulaire, d'accord? Donc la première fois que j'ai présenté le concept à Damien, comme il est prof, il m'a dit: «Il faut changer du vocabulaire, on va mettre du vocabulaire, vraiment pour leur âge, ils vont comprendre les références, ils vont comprendre tout ça». Donc il y a vraiment cette question aussi de proximité avec le lectorat, pour encore permettre une immersion supplémentaire. Voilà. Donc, on utilise un ton fun, moderne, décomplexé. On apprend sans s'en rendre compte parce que il y a énormément d'entrées dans cette encyclopédie. Je crois qu'il y a à peu près 300 entrées pour le tome 1 et après on va en rajouter pour les tomes supplémentaires. Il y a des dieux, il y a des personnages, il y a des créatures, il y a des lieux, il y a des objets, il y a des cérémonies, enfin, il y a énormément de choses. Vraiment, on a pas mal bossé là-dessus. Voilà, donc l'idée, c'est on explique un concept mythologique simplement, fun, décontracté. Ce n'est pas nécessaire pour comprendre l'histoire, c'est de l'information éducative supplémentaire à la portée des lecteurs, s'ils ont envie d'en savoir plus sur Athéna, sur Mars et sur différentes, notions aussi, qu'ils peuvent retrouver dans le roman. Ensuite, qu'avons-nous? Comment ça a été reçu? Alors, la première fois, on a fait des groupes tests de lecteurs quand même avant de se lancer dans cette aventure-là. Et en fait, ça a toujours été super bien reçu, que ce soit par les enfants, ou les ados, ou même les adultes, les parents. Vraiment toujours très, très bien reçu, très positif. Pour la sortie, en avant-première, du roman où on avait fait une soirée avant-première, on a même réalisé un jeu autour de l'encyclopédie, pour chercher, pour répondre à des énigmes et cetera. Donc en fait, il y a toute une, on peut vraiment, démultiplier après par la suite les supports, toujours par rapport à l'encyclopédie, mais aussi par rapport au roman par la suite. Donc ça nous ouvre en fait beaucoup, beaucoup de possibilités, que ce soit dans l'utilisation en milieu scolaire, en médiathèque, en animation. Bref, il y a énormément de choses qui sont faisables aujourd'hui par rapport à ce qu'on a déjà réalisé, mais qui peuvent l'être par la suite pour d'autres romans, grâce au Cross Canal qui reste, je pense, un outil assez intéressant et assez fun à explorer surtout, à la fois pour les lecteurs, mais aussi pour la maison et pour les différents projets que nous avons. Donc j'arrive à ma petite conclusion. Donc c'est une nouvelle manière pour nous d'amener la lecture. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait, pour tous nos romans, évidemment, parce qu'il y a toujours cette notion de s'adapter au public, s'adapter aux différentes limites et il faut qu'il y ait un intérêt véritable à utiliser cet outil-là. C'est de penser la littérature comme une expérience globale, d'accord? Pas simplement comme une expérience, seule. En plus, avec l'axe des réseaux sociaux, on passe sur une expérience qui est communautaire à la lecture, qui est toujours intéressante et c'est aussi l'idée de faire fusionner le papier, le son, l'image, le numérique, ouais, plein de supports, qui existent pour qu'on puisse s'amuser et élargir et épaissir encore les univers, narratifs pour la jeunesse. Donc on a plein de projets à venir dans cette collection, des romans, des ateliers, des partenariats et en fait, l'objectif, c'est de continuer surtout à faire aimer les histoires et à toujours attirer l'attention, des jeunes lecteurs, sur, des sujets
qui nous passionnent et qui nous intéressent énormément. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Du coup, ma présentation a été légèrement raccourcie parce que j'avais des trucs à vous faire entendre, mais que vous n'avez pas pu entendre du coup. Mais voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat avec très très grand plaisir. Voilà. Alors après, ce que je vois, si je relis un peu, si je remonte un peu les commentaires, du coup, attendez-vous des autrices qui viennent avec des propositions multicanales ou bien plutôt votre apport et votre satisfaction de proposer des modalités autour d'un texte? Ça peut être les deux, ça dépend. On a des auteurs qui sont arrivés avec des projets et on leur dit oui ou on leur dit non en fonction de la faisabilité à notre niveau du projet. Et après, les modalités autour d'un texte, nous aussi, on peut se dire, tiens, en corrigeant le texte, ce serait super cool de faire un truc comme ça et de le mettre en place, évidemment, toujours avec l'autorisation de l'auteur. C'est très important pour nous, surtout parce que, en tout cas, dans les 2 projets qu'on a eus, il y a une grosse implication de l'auteur aussi par la suite. Damien nous a fait toute la liste de toutes les entrées qu'il y aurait pour l'encyclopédie mythologique. Anthony a écrit de nouveaux rêves, donc il y a une vraie implication de l'auteur. Voilà. Donc, soit ça vient de là, soit ça vient de nous. L'idée, c'est qu'en tout cas, les 2 parties soient tout à fait d'accord sur cette nouvelle modalité, la mettre en place et ce qu'elle implique et comment est-ce qu'on fait pour le faire intelligemment et ensemble. Quel est votre réseau de distribution distribué par Hachette aujourd'hui? Vos différents supports additionnels sont entièrement accessibles dès l'achat du livre. Je demande pour les médiathèques si c'est viable de mettre ces petits romans à l'emprunt. Oui, tout est sur le livre. Il y a absolument, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment, vous achetez le livre, vous scannez des QR codes et voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va dire le livre vraiment qui marche le mieux pour ça, c'est Chaos. Parce que les nocturnes, du coup, comme c'était dans le cadre de la nuit de la lecture, les QR codes, ils sont pas foncièrement dans le livre. On pense à faire une nouvelle édition où on intègre les QR codes de la balade nocturne avec des images de la ville pour permettre à tout le monde de faire cette balade nocturne. Mais il faut que je demande du coup à l'Office de tourisme si nous avons le droit de faire du coup cette exploitation avec leur accord et partenariat. Mais voilà. Donc du coup, oui, quand vous achetez Chaos, par exemple, il y a les QR codes, tout est gratuit, tout est en ligne, c'est immédiat. Il y a rien d'autre à faire. Voilà. De même pour d'ailleurs, je rebondis, mais c'est de même aussi pour les romans adultes, hein. C'est la même chose, hein, tout est gratuit, voilà. Même les vidéos sont sur YouTube, par exemple pour Sarah. Les vidéos pour l'Étoile d'Orion, elles sont hébergées sur notre site internet. Donc voilà. Peut-on vous présenter un projet avec les premières explorations sur le salon et quel jour? Oui, bien sûr, avec plaisir. Quel jour? J'ai pas mon agenda sous les yeux. Moi, je suis là tous les jours, donc si vous voulez passer un mercredi, jeudi. Alors jeudi, non, parce que jeudi, je suis à Shoot the Book une grande partie de la journée. Non, c'est jeudi ou vendredi? C'est jeudi. Jeudi. Jeudi, je ne suis pas disponible sur le salon, mais mercredi et vendredi, sans aucun problème, avec plaisir. Avec plaisir. Je suis pas fan des blancs comme ça, mais comme je suis toute seule et que je ne vois pas personne. Ah, Je peux vous assister. Hein. rebonjour. Super. Rebonjour. J'ai fini un peu plus tôt que prévu parce que comme il y avait du son, mais qu'ils n'entendaient pas le son, voilà, désolée. Non, mais il n'y a pas de. Enfin, ça restait hyper interactif, donc on a tout compris, même sans le son, vous en faites pas. Trop bien. Je pense Est-ce qu'il y a encore des questions? Je n'ai pas l'impression qu'il y en a encore dans le chat. Il me semble que j'ai répondu à tout ça qui sont dans le chat, mais après peut-être que j'en ai loupé. Normalement, c'est bon. Ok, merci beaucoup Camille Descartes pour votre intervention. Il n'y a pas de problème. Merci aux spectateurs pour votre écoute. Sachez que ce webinaire reste disponible en replay si vous avez besoin de le revoir et de vous renseigner dessus. Les webinaires en ligne continuent jusqu'à 18h. Oui, je vous en prie, allez-y.
Ouais, j'avais juste, si vous avez d'autres questions aussi par la suite qui vous viennent, moi du coup je suis sur le salon de la SLPJ tous les jours, donc il n'y a pas de problème. On est au stand L11, donc si vous voulez venir me voir pour poser des questions, sans aucun problème. Voilà, c'était pour ça. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Ça rebondit sur le fait que vous pouvez retrouver toutes les infos du salon sur slpj.fr. Voilà. Merci Nickel. beaucoup, Camille Decker. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Ça, au revoir.